puisse la diffuser ensuite, mais normalement ça marche. C'est marqué où que ça marche? Ouais, bah voilà. De façon à ce qu'on puisse la diffuser ensuite dans le groupe Meetup pour ceux qui ne peuvent pas être présents ce soir avec nous. Cette conférence ce Meetup devait avoir lieu. J'ai conservé la date dans le titre de ma présentation. Devait avoir lieu à Tours à MAM le 10 mars 2020. Le confinement est passé par là-dessus. C'était pas encore tout à fait le cas, mais on se doutait que quelque chose était en train de se passer. Donc, on a décidé avec les organisateurs, je suis co-organisateur de ce meet-up, on a décidé de ne pas prendre de risques à l'époque, c'était pas encore le confinement, et de la reporter. Il se trouve qu'on ne se doutait pas que le confinement durerait si longtemps, donc histoire de recommencer à se voir et à reparler ensemble, on a décidé de faire ce meet-up par le biais d'un webinaire qui, à mon sens, va devenir maintenant quelque chose d'assez commun. C'est plutôt pas mal. Le format de cette présentation s'y prête. Hein. Je vais vous présenter des choses que j'aime, que j'ai aimées en matière de culture et d'IA. Donc, le format s'y prête. Je vais partager mon écran. Je tiens à vous préciser d'abord que dans ce choix que j'ai fait de présentation, c'est un choix très subjectif d'abord, puisque c'est le mien, évidemment. Et en plus, ce sont systématiquement des œuvres culturelles que je possède. Et donc, j'en possède néanmoins pas mal. Je suis passionné de lecture et de culture. Mais pour le coup, je n'ai pas une bibliothèque aussi étendue que celle qui peut exister à l'extérieur. Donc, je l'ai fait avec des œuvres que je possède, que je vais pouvoir vous montrer, voire lire des extraits. Si toutefois la séquence dure plus longtemps que prévu, je me reconnecterai automatiquement au bout de 40 minutes, exactement sur le même numéro. Hein. Donc vous aurez juste à vous reconnecter. Moi j'ai un affichage du temps, mais je vais peut-être pas avoir toujours les yeux dessus. On est à 12 minutes, vous voyez, donc normalement ça devrait être bon. Donc je vais pouvoir commencer et je vais partager mon écran. Voilà, c'est parti. Donc, je vais vous présenter. Alors, j'ai choisi un rythme ternaire. C'est quelque chose d'assez simple en matière de littérature. Donc, je vais vous présenter 3 essais, 3 romans, 3 BD, 3 livres pour aller plus loin, 3 livres que je qualifie de magnifiques parce que je les trouve magnifiques, et ce qu'on appelle les beaux livres, 3 films et un petit bonus, une surprise. Donc là, j'ai pas réussi à en trouver 3. Je me suis dit que c'était la petite cerise sur le gâteau. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à intervenir hein, pendant la conf hein, par chat. Xavier, j'ai chargé Xavier de me dire s'il y avait quelque chose à regarder. J'aurais peut-être pas les yeux rivés tout le temps au bon endroit. Alors, on va commencer par les 3 essais que j'ai lus, que j'ai dévorés. J'en ai bien d'autres. Je pourrais à la fin de la séquence vous montrer bien d'autres essais sur lesquels j'aurais voulu m'appesantir, mais j'avais décidé de ce rythme ternaire. Donc, je me suis cantonné à ces 3 essais-là. Le premier, évidemment, c'est un essai de Yann Lequin. Vous connaissez tous Yann Lequin, qui est vraiment un des maîtres de l'intelligence artificielle, du deep learning et des avancées majeures en matière de reconnaissance d'images. Son dernier livre, puisqu'il en a écrit plusieurs, dont un dialogue que je trouve très bien avec Doen aussi, mais celui-ci, c'est son dernier livre, Quand la machine apprend. Je l'ai trouvé remarquable parce que on le lit comme un roman, c'est la vie d'un chercheur, donc il y a une histoire derrière cette vie de chercheur qui est très bien racontée, et en même temps, il y a quand même une base scientifique très solide, hein, ça va même parfois très loin. Hein, il explique certains algorithmes qu'il utilise, en particulier pour ceux qui connaissent pour le MININS, donc la reconnaissance des chiffres manuscrits pour les codes postaux américains, qui a commencé à révolutionner le DEEP. Donc, il y a ce mélange d'histoires personnelles, de recherche, de rencontres et de sciences qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. C'est vraiment un livre à recommander. On peut, à la limite, si on ne s'en sent pas capable, sauter les passages un peu techniques sur l'intelligence artificielle et le DEEP. Pas très grave.
le principal étant d'en comprendre la substantifique moelle, et c'est vraiment le cas. Le deuxième que j'ai beaucoup aimé, c'est une femme dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler ces derniers temps. On la voit beaucoup sur les médias, dans les médias. C'est Aurélie Jean, donc, qui a écrit De le côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. Une chercheuse qui a un parcours remarquable, surdouée, hein. Il y avait d'ailleurs un très beau portrait d'elle que j'ai conservé dans Libération. Euh, Quelque chose, une personne vraiment atypique et qui, dans ce livre, explique aussi son parcours au pays des algorithmes. Elle en a fait son métier, elle en a même créé une société. Et elle explique, et moi, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, parce qu'on parle beaucoup de biais dans les algorithmes d'intelligence artificielle, tous les biais dont on fait encore grand cas, hein, la mauvaise reconnaissance des personnes de couleur noire, les confusions dans les images, ce genre de choses. Mais elle explique de manière remarquable que nous sommes sans cesse en train de commettre des biais et que les algorithmes ne font que reproduire les biais humains, ce qui est normal puisque ce sont des programmeurs qui programment ces algorithmes, et que de toute façon, le monde, tel qu'il est fait, est fait grâce à ces biais, et des rencontres peuvent se produire parce que justement, tous, on a des biais, et que heureusement qu'on n'est pas tous les uns avec les autres toujours de la même façon. Donc c'est aussi le bon côté de ce livre, montrer que finalement, connaissant nos défauts, on peut les exploiter pour faire quelque chose de franchement formidable avec les algorithmes. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est une personne que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu à la télé, mais elle a un débit terrifiant, aussi rapide que sa pensée, j'imagine. Donc, elle est vraiment très à la mode en ce moment, mais c'est normal. Le troisième, c'est un philosophe que j'aime beaucoup. J'ai vu plusieurs fois aussi. J'ai eu la chance de le voir au salon du Big Data à Paris. C'est Gaspard Koenig avec ce livre qu'il a écrit. Il en a écrit plusieurs, c'est son dernier, hein, le plus récent, Voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle. C'est passionnant. Je ne sais pas si vous voyez mon livre, mais il y a beaucoup de repères dans mes livres, hein, parce que j'essaie parfois de les relire et de faire des focus. Lui, c'est passionnant dans son style, évidemment. C'est un philosophe, c'est une belle écriture. C'est parfois un peu compliqué, hein, un peu abscon, comme tout ce que font les philosophes parfois. Mais il a une qualité, c'est qu'il est très curieux et il a interrogé un nombre impressionnant de gens dont la spécialité est l'intelligence artificielle, le deep learning, et il met en lumière à travers son parcours de rencontre avec ces chercheurs la pensée qui actuellement est en train d'émerger, avec évidemment des gens qui luttent et puis des gens qui sont carrément pour une appropriation de l'esprit humain par l'intelligence artificielle. Il n'est ni pour ni contre, hein, il reste dans son rôle de philosophe, c'est ce qui est bien. Et il nous fait rencontrer ces gens qui nous permettent de nous forger à nous une, une conviction, si tant est que vous n'en ayez pas encore, mais qui permet franchement d'y réfléchir avec beaucoup de satisfaction. J'aime beaucoup Gaspard Koenig, c'est quelqu'un d'intéressant. Ensuite, je vais vous présenter 3 romans, donc quelque chose d'un peu plus léger, même si les essais que je vous présente là sont faciles à lire, il ne faut pas exagérer non plus. 3 romans, donc je commence par le premier, le plus terrifiant, Le Cercle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un roman formidable sur l'inquiétante montée de l'intelligence artificielle et du pouvoir qu'elle qu'elle se met à avoir dans le travail de cette héroïne qui s'appelle May Holland, qui est embauchée par Le Cercle. Le Cercle, c'est un conglomérat de Google, d'Amazon, de Tesla, enfin de SpaceX. Enfin, c'est vraiment quelque chose, une pieuvre gigantesque qui va, au fur et à mesure, bouleverser la vie de l'héroïne et de tous les protagonistes de l'histoire. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup réfléchir. C'est un roman, c'est une dystopie, mais vraiment qui peut effrayer, mais qui peut aussi alerter sur tous les dangers qu'on connaît, mais qui de temps en temps disparaissent un peu dans l'esprit de la nouveauté de l'intelligence artificielle. Donc je le conseille, c'est paru il y a quelques temps déjà, mais c'est vraiment formidable. Il est en folie.
Dernier roman très à la mode qui a eu pas mal de critiques. Alors moi, Le Cercle, je ne l'ai pas en folio, en vrai, je l'ai acheté en vrai, enfin, en édition originale, je l'ai acheté il y a assez longtemps. Zoé Sagan, Kétamine, Zoé Sagan qui serait un pseudo pour une pseudo-intelligence artificielle qui aurait écrit ce livre, Kétamine, qui est une histoire écrite soi-disant par une intelligence artificielle, donc un livre écrit par une intelligence artificielle qui critique notre société moderne. C'est du Balzac 2.0 comme il est écrit en quatrième de couve. Je trouve ça un peu exagéré. J'ai failli, sincèrement, une fois sa lecture finie, ne pas le mettre, mais je me suis dit que ça pouvait valoir le coup parce que c'est très moderne. C'est une écriture très, très moderne. C'est pas le roman de l'année, hein, sincèrement, mais il y a quelque chose, néanmoins, il y a quelque chose dans l'écriture. Et puis en plus, il y a eu vraiment pas mal de papiers sur cette fameuse Zoé Sagan qui n'existerait pas et qui serait le pseudo de journalistes, d'une association de journalistes qui ont fait émerger un scandale il y a quelque temps. Donc, je vous laisse le découvrir. Ça se lit bien, ça se lit assez facilement. C'est parfois inégal, mais c'est quand même pas si mal que ça. Un roman ensuite que j'ai adoré, et, Ian McEwan, Une machine comme moi. Alors là, c'est vraiment le type de roman que j'adore. D'abord, c'est très très bien écrit par Ian McEwan, qui est un grand écrivain anglais. Euh, et c'est une espèce. Alors, c'est un roman de science-fiction, mais pas trop. Alan Turing n'est pas mort, youpi, j'allais dire. Et du coup, tout ce qu'il a pu, tout ce qu'il aurait pu nous produire est dans ce livre imaginaire et avec une histoire autour d'un androïde qui va arriver dans une maison, il s'appelle Adam, et qui va arriver dans un couple et qui va effectivement introduire une notion de jalousie, une notion d'amour. Donc on se dit, mais c'est pas possible, c'est un robot. C'est très très bien écrit. On y retrouve l'histoire de 1960 à nos jours, avec dans l'Angleterre, avec pas mal de rebondissements et avec cet androïde qui est très particulier, il faut bien l'admettre, avec qui on se dit, mais finalement, j'aimerais bien avoir ça à la maison parfois. C'est franchement une très très belle histoire. C'est dans le long des années 80, donc, mais avec des retours en avant et en arrière. C'est plutôt vraiment vraiment quelque chose de drôle, mais qui fait réfléchir aussi avec vraiment toute l'écriture magnifique de Ian McEwan. Donc, je le conseille vivement. Ensuite, j'ai fait le choix de vous présenter 3 BD. Donc, la première, avec un dessin absolument magnifique, c'est Préférence Système de Hugo Bienvenu. Alors, on est pareil dans une histoire de science-fiction, mais j'allais dire presque d'anticipation. Les gens voulant absolument tout mettre sur les réseaux sociaux, on est obligé d'éliminer des choses sur les serveurs centraux pour faire en sorte que les gens puissent continuer à mettre des photos et puis des vidéos sur les réseaux sociaux comme YouTube ou Facebook, etc. Donc, du coup, on est obligé de détruire des œuvres dont on estime, il y a un comité qui estime qu'elles ne servent plus à rien. Et donc, il y a des gens qui sont chargés de les effacer de la mémoire, et donc des serveurs, et de les détruire à jamais. Et il y a évidemment un homme qui n'apprécie pas ce genre de choses, qui va faire en sorte de, de lutter contre cette obsolescence programmée et de cette disparition d'œuvres majeures. En plus, l'œuvre qu'il est chargé de détruire au début, vous verrez, c'est évidemment une œuvre majeure. Donc, je vous en dis pas plus. Les dessins sont superbes. J'ai trouvé que c'était d'abord une histoire qui pouvait peut-être nous arriver. Je vous montrerai plus en détail si vous le souhaitez après. Mais vraiment, alors il y a parfois des grandes séquences sans dialogue. C'est donc facile à lire. Il y a une très belle séquence à un moment, vraiment où on voit quelque chose se produire. Et c'est vraiment comme un scénario, comme un film qu'on voit se produire sous nos yeux. Moi qui ne suis pas un grand lecteur de BD, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié celle-ci. Parce que justement, j'ai été obligé de me focaliser sur le dessin, puisqu'il n'y a pas de texte. Ça m'a obligé, pour le coup, à faire très attention au dessin eux-mêmes. Je la conseille vivement, j'ai adoré. Une autre BD, Intelligence artificielle, miroir de nos vies, de Fibre Tigre, Arnold Zéphyr et Héloïse Chochois.
très très bien. En plus, ce sont des histoires et en plus, il y a dans cette BD des explications de choses que l'on connaît quand on fait de la data science. Par exemple, on nous explique le LSTM, donc les algorithmes de convolution neuronaux pour faire du deep. On nous explique comme ça assez facilement ce que c'est que la fonction ReLU, ce que c'est qu'un neurone. Donc, de temps en temps, on a, vous voyez, des pages sur la fonction d'activation. C'est très drôle parce que ça se mêle à une histoire qui est plutôt assez simple, qui illustre justement ces notions scientifiques. Donc, on peut aussi le sauter, mais finalement, quand on a quelques notions mathématiques, on arrive à les lire assez facilement. C'est plutôt vraiment bien fait. C'est pour ça que je le conseille et l'histoire est plutôt bien faite aussi. Je regarde le temps, oui, c'est bon. Une BD un peu plus vieille que j'ai achetée il y a longtemps finalement. Au tout début que je me suis intéressé, je m'intéressais d'abord au big data et puis ensuite évidemment à l'intelligence artificielle. Et c'est une BD assez ancienne qui est très pédagogique. Donc dans l'ombre de la peur de Michael Keller et John Neufeld qui explique tous les méfaits que peut avoir la récupération de nos données et toute cette manipulation qu'on peut constater. Le dessin est un peu plus naïf, mais c'est pareil, c'est plutôt bien expliqué, c'est assez pédagogique. Il y a vraiment une réflexion très saine sur la récupération de nos données, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. C'est même à mettre entre les mains d'adolescents, je crois. Donc, c'est pour ça que je l'ai conseillé. C'est une BD qui est un peu moins récente que les deux autres. Ensuite, alors là, c'est pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Je suis désolé pour ceux qui sont un peu plus novices. Là, j'ai pris des livres que je compulse de temps à autre. C'est là, on rentre dans le fond des choses. Là, c'est beaucoup plus important. On ne lit pas comme un roman du tout. On en lit des passages, on s'inspire de choses, on essaie de comprendre dans d'autres. Donc évidemment, le pavé, hein, le pavé intelligence artificielle de Stuart Russell et Peter Norvig, qui sont vraiment des gens très connus dans le milieu de l'intelligence artificielle. Là, on y retrouve tout, hein, tout ce qui fait l'état de l'art en intelligence artificielle. Il s'agit d'une troisième édition. J'avais entendu dire qu'une quatrième édition était à l'écriture en ce moment. Effectivement, ça date un peu maintenant, même si c'est une troisième édition, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Là, on est vraiment dans l'œuvre majeure, si on veut comprendre les notions de robotique. Il y a beaucoup de bibliographie, en plus beaucoup de références. Il y a des algorithmes. Franchement, si on veut se plonger dans l'IA, c'est passionnant. Il y a des exercices, hein, j'en ai fait quelques-uns. C'est pas toujours facile d'ailleurs, mais c'est vraiment un livre que j'avais envie d'avoir, que j'ai eu du mal à trouver d'ailleurs en français. Il existe évidemment en langue originale, donc en anglais. En français, il est un peu plus rare. Et j'ai hâte de voir la quatrième édition pour voir ce qu'ils auront rajouté. Un très très bon livre. Le suivant que vous devez connaître aussi, un livre traduit, pas une intelligence artificielle, hein, puisque au départ il est écrit par trois anglophones, même si Yoshua Bengio parle parfaitement le français puisqu'il est canadien. Mais l'apprentissage profond, là c'est pareil, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans tout ce qui est le deep et toutes les explications mathématiques, scientifiques des réseaux de neurones. Donc on a de la littérature très scientifique. Hein, on ne peut pas tout lire d'un bloc, hein, c'est pareil, c'est quand même aussi une masse. Donc voilà, vous voyez, je m'étais arrêté à là parce que je m'intéresse beaucoup en ce moment au traitement du langage naturel. La théorie qui est exposée est splendide. Bon, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais néanmoins, c'est pas non plus rédhibitoire. Hein, c'est vraiment écrit de façon à ce que des gens qui s'intéressent à ça pour leur recherche ou même pour aller un peu plus loin que le simple niveau débutant ou intermédiaire puissent avoir les notions scientifiques qui sont nécessaires pour comprendre certains algorithmes plutôt que de faire du deep sans vraiment comprendre ce qui est en train de se produire derrière. Donc j'aime beaucoup ce livre, je l'ai toujours. Ah, j'ai une alerte, donc ça va peut-être bientôt couper. Donc si ça coupe, hein, je relancerai sur le même numéro. Le bouquin suivant, vous connaissez tous, donc Aurélien Géron, pareil, très scientifique.
assez clair. J'aime beaucoup parce qu'on voit, il y a beaucoup d'algorithmes très intéressants, vous voyez, truffés de petits onglets. Une nouvelle version vient de sortir, d'ailleurs, celle que vous voyez à l'écran est la nouvelle édition. J'ai la première édition, la deuxième édition vient de sortir et il y a même une suite qui a été écrite sur le Deep avec TensorFlow. Donc, il est en parution. Je sais que je l'ai vu, on peut le précommander sur Amazon. C'est franchement une référence en matière de bouquins pour apprendre à programmer. Moi, j'ai beaucoup appris avec ce livre-là. C'est vraiment un livre de référence pour moi. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 8 minutes 49, bah, c'est bon. Alors là, je voulais ensuite, pour être un peu plus dans l'esprit culture, là, même si on y était quand même avec les romans, vous présenter ce que j'ai appelé 3 livres magnifiques, ce qu'on appelle aussi des beaux livres. Donc, il y en a 3, mais il y en a plein, plein, plein qui rempliraient ma bibliothèque avec grande satisfaction. J'ai choisi comme premier un livre qui est vraiment un livre, pour le coup, qui est hallucinant parce que c'est The Maynard System, donc un livre écrit par un Anglais il y a bien longtemps maintenant et qui a commencé à parler de data visualisation. Vous voyez, on couvre, et il y en a plein comme ça dans le livre, ce sont des visualisations de quelqu'un qui a vécu au 19e siècle, hein, donc sur comment produire justement des dessins plutôt que des longs discours, parce qu'on sait bien qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, des choses remarquables. Il utilise la couleur, il utilise l'épaisseur des choses. Évidemment, celui qui en couvre, celui-ci, euh, est, un, est un dessin célèbre de Maynard. C'est la campagne de Napoléon quand il veut envahir la Russie, avec les pertes humaines. Donc, on voit au travers du temps les pertes humaines de la campagne de Napoléon avec la Bérésina. Enfin, c'est remarquable hein, pour son époque. Il y a, vous voyez, aussi des choses dans ce style-là, parce que Maynard, c'était un ingénieur, et donc il produisait ses data vis pour son travail. Donc, il y a la distribution du charbon, la circulation du fer, enfin, il y a tout un tas de choses. C'est vraiment magnifique comme livre, vraiment très précurseur. Il y en a une autre j'aurais pu citer un exemple aussi, qui a été précurseur dans la data vis, c'est Florence Nightingale, qui, elle, dans le côté médecine, a développé le graphe en crête de coq pour permettre de montrer les épidémies, justement, qu'on avait du mal un peu à comprendre. Donc, elle a inventé la crête de coq, et c'est aussi quelqu'un qui pourrait faire partie de mon bestiaire. 2 autres livres alors, qui sont dans la même collection, des livres de DataVis aussi, magnifiques. Et franchement, là, c'est pareil, c'est de l'art. Pour moi, c'est franchement des bouquins que je regarde avec satisfaction, avec envie, avec bonheur, avec tout ce que vous voulez. Il y a vraiment des représentations absolument magnifiques. On prend du temps à les comprendre, on les regarde, on tombe dessus par hasard parce qu'on les trouve belles, et puis après, on rentre dedans pour essayer de comprendre ce qu'elles signifient. C'est toujours assez rapidement compréhensible. C'est ce qui en fait le charme. Bon, ça, c'est les nuages de mots, on connaît plus. Mais il y a vraiment des choses très, très belles. C'est pour ça que je conseille ces livres. Franchement, David McCandless a fait un travail de vise qui est remarquable. Et comme on sait que la data vise fait partie c'est une branche des data science, j'ai trouvé qu'il était intéressant de vous présenter ces œuvres. Toujours dans la data vise, un très beau livre aussi. Alors celui-ci est plus au service de l'information. Vous voyez là, la data visualisation au service de l'info, là c'est pareil, il y a des magnifiques visualisations en général qu'on trouve dans les journaux. Je suis toujours fasciné par ces visualisations qu'on voit dans les journaux. Il y a toujours un travail remarquable. Vous voyez, là c'est pareil, on voit des choses, même pour les Américains, pour le baseball, etc. C'est vraiment un très, 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 très beau travail aussi journalistique. Et d'ailleurs, on parle de data journalisme maintenant. Je voulais ensuite, pour terminer ce classement, vous présenter 3 films. Je suppose que vous les connaissez. 3 films que j'ai vraiment adorés. Alors, il y a Her. C'est vraiment un film incroyable. Hein. C'est cet acteur qu'on aime beaucoup, Joaquin Phoenix, hein, qui a joué dans le dernier film, Le Joker.
Franchement, là, il tombe amoureux d'une intelligence artificielle. C'est vraiment quelque chose d'admirable. En plus, dans la version américaine, c'est la voix de Scarlett Johansson. Donc, ça ne gâte rien. Très, très beau film qui fait beaucoup réfléchir aussi à tous les méfaits que peuvent avoir c'est justement ces box, ces intelligences artificielles qui deviennent très, très présentes dans la vie de tout un chacun. Un film aussi remarquable, Ex Machina, pour le coup, très, très SF, mais qui fait énormément réfléchir. On y retrouve d'ailleurs un des passages que je préfère dans ce film, c'est celui de, pour ceux qui connaissent, de la machine de Turing. On sait bien qu'actuellement, enfin, on est en train d'un peu de revenir un peu sur ce test, mais le test de Turing pour savoir si on est en train de parler à travers un écran à un ordinateur, à une machine ou à un humain, est là remarquablement mise en scène. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu peur parce que pour le coup, là, l'intelligence artificielle est vraiment très, très au-delà de même ce que pouvait imaginer Alan Turing, j'imagine. Et puis mon film fétiche, alors là, c'est vraiment pour me faire plaisir, hein, parce qu'il y en a bien d'autres des films, mais vraiment Blade Runner, c'est vraiment le film pour moi qui est vraiment en science-fiction, en matière de robots, d'androïdes, avec la magnifique Rachel, avec Harrison Ford, dans ce chef-d'œuvre de Ridley Scott. C'est franchement un film que j'aime beaucoup. Et la version Blade Runner 2049 est très bien aussi. J'ai trouvé que dans la lenteur, dans la composition du film, on retrouve les fondamentaux de ce film Blade Runner qui est paru en 1982, donc qui est un film qui pour moi est fondateur. On retrouve un peu le courant de pensée de ce film qui est pour moi vraiment je le regarde très très fréquemment. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Vous l'aurez compris. Et puis comme je vous le disais, un petit bonus, c'est tout simplement un jeu. Un jeu que j'ai trouvé, il a été fait par Aurélie Jean aussi. Alors c'est comme une espèce de trivial poursuite. Il y a des cartes, on se pose des questions, plusieurs catégories, code, IA et informatique, culture et histoire, société et éthique, citation. On peut jouer avec les enfants. C'est parfois un peu difficile, mais ma foi, on rigole bien. Il y a des questions évidentes, il y a des questions de code, de culture. C'est quelque chose, et puis en ce moment, dans le temps de confinement, ça permet de jouer à autre chose qu'au billboard. Voilà, c'en est fini pour moi. Je suis allé très vite. Ça va se déconnecter dans moins d'une minute. Je vous propose de déconnecter et on se retrouve dans une minute pour aller plus loin dans la conversation. Voilà, pourquoi ça marche plus.